toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler des commissions d'enquête. Il faut savoir qu'en 5ème République, le pouvoir législatif a un devoir de contrôle et de surveillance sur l'action du pouvoir exécutif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, ont le devoir de contrôler, de surveiller, de vigiler l'action du gouvernement. Le but, c'est d'éviter certains abus, certaines dérives, certains copinages, certains favoritismes de la part de l'État et éviter également certaines mauvaises pratiques de gestion, d'organisation, éviter certains problèmes au sein de tout organisme qui dépend de l'État. Le but est également en cas de problème, quand il y a eu un raté, etc., le but c'est de faire un retour d'expérience, d'analyse et de voir comment est-ce que l'on peut améliorer la situation et qu'est-ce que l'on fait pour éviter que cela se reproduise. Ça agit comme un certain contre-pouvoir et agit également comme un garde-fou. Le gouvernement ne peut pas tout faire, il doit répondre aux parlementaires. Et pour cela, la Constitution prévoit dans son article 51.2 que les parlementaires puissent constituer une commission d'enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les différentes chambres, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, peuvent former un groupe que l'on va appeler une commission d'enquête, et ce groupe va avoir certains pouvoirs de contrôle. Ça veut dire notamment qu'il va pouvoir forcer les gens à venir être auditionnés, donc ce qu'on appelle une obligation de comparaître. Elle va pouvoir demander à ces gens de venir et de répondre à leurs questions. Ces personnes ont obligation de venir et de répondre, sinon des sanctions pénales peuvent être encourues. Elles vont témoigner sous serment, donc là, contrairement au simple vœu pieux comme a fait Cahuzac devant l'Assemblée, là les personnes seront sous serment et donc en cas de manquement, de mensonge, il peut tout simplement être poursuivi pénalement. C'est déjà arrivé, il y a une personne qui a menti sous serment et elle s'est retrouvée avec 50 000 € d'amende. Ça permet également, et ça autorise ces personnes à se rendre sur place, à avoir accès à l'ensemble des documents, à l'ensemble des informations qu'ils demandent, et de pouvoir faire des contrôles sur place et sur pièce. Il peut demander à contrôler certains éléments, etc. Ils peuvent également saisir la Cour des comptes pour vérifier et contrôler certains flux financiers, certains comptes, certains bilans, certains transferts d'argent, etc. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête dans l'histoire de la 5ème République. Il y en a eu une notamment par exemple sur la situation et la propagation et les pratiques des sectes en France. On a eu par exemple quels sont les impacts des essais nucléaires en Polynésie française, quels ont été les ratés et comment les prévenir la prochaine fois suite à la canicule de 2003. Il y a également eu une pour l'affaire Dutroux, où c'est une sombre affaire de pédophilie, si je me souviens bien, en tout cas de sexe sur mineur, où la justice en 2005 a eu quelques défaillances, on va dire. Donc voilà, il y a eu des commissions d'enquête qui ont étudié ces différents cas et ont fait un rapport où ils proposaient de faire le point sur la situation et comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Donc concrètement, comment ça marche? Il faut tout simplement qu'un parlementaire, soit un sénateur, soit un député, fasse une proposition de résolution. Il faut savoir que chacune de ces membres a différentes commissions permanentes. Il y a par exemple une commission culture et éducation, il y a par exemple une commission défense et toute affaire militaire, il y a une commission sociale et familiale. Donc voilà, en fait, il y a différentes commissions où chaque député ou chaque sénateur est membre et ils parlent ainsi dans ces commissions de sujets très spécialisés dans leur domaine. Et évidemment, quand la personne va faire une proposition de résolution, il va la présenter à la commission la plus adaptée. Techniquement, si je veux faire un truc sur les régimes des artistes aujourd'hui en France, eh bien je ne vais pas la poser à la commission militaire. La commission de défense n'est pas forcément la plus adaptée, ce serait plutôt la commission culture. Donc cette dite commission va alors regarder cette demande, il va y avoir un rapporteur qui va vérifier que la proposition est déjà recevable. Pour qu'elle soit recevable, c'est très simple, il faut déjà un sujet très clair et très précis. Il faut qu'on étudie un fait et on veut chercher quelque chose. On ne peut pas dire je souhaite contrôler la SNCF qui est aujourd'hui une société d'État, juste pour le fun. Non, c'est aujourd'hui on a vu qu'il y a certains manquements et du coup on a envie d'auditer telle chose. Ensuite,
Évidemment, il ne faut pas que pour les mêmes faits ou pour les mêmes demandes, il y ait déjà eu une commission d'enquête moins de 12 mois avant. Le but, c'est évidemment, je vais poser ma commission d'enquête, je vais faire ma proposition de commission d'enquête, on va me dire non, j'en repose une autre. Non, non, tu as été refusé. Tu ne pourras la reposer que dans 12 mois, donc 1 an globalement. Ça évite que on refasse commission d'enquête sur commission d'enquête sur commission d'enquête. Non, pour des faits, pour des sujets identiques, il faut attendre 12 mois. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'informations judiciaires, ou il ne faut pas qu'en tout cas la justice soit déjà en train d'enquêter sur cette affaire. Pourquoi? Le but, c'est la séparation des pouvoirs. Les législateurs ne sont pas là pour empêcher ou en tout cas remplacer le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire va rendre des comptes, c'est lui qui va donner un avis et va trancher, et ce ne sera pas du coup au pouvoir législatif d'interférer dessus et donc de pouvoir s'exprimer sur les questions et de mener ses propres enquêtes. On laisse la justice faire son travail. Et enfin, il faut aussi que le sujet soit pertinent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple en 2009, il y avait eu une proposition de commission d'enquête sur tous les traitements que l'on fait sur notre corps, comme les piercings, les tatouages, etc. Et à l'époque, il y avait un vide juridique et donc il voulait un peu contrôler tout ça. Et globalement, le rapporteur a refusé cette commission d'enquête en disant que, ok, on pourrait auditionner des gens, on pourra étudier des labos, etc. Mais ce n'est pas forcément aux parlementaires de faire ça. Et il trouvait plus judicieux et plus intéressant à ce que ce soit le ministère de la Culture qui dépêche un groupe d'experts pour pencher sur la question, fasse un rapport et qu'on l'étudie en conséquence. Ce n'est pas forcément à une commission de contrôle d'être le plus à même de répondre à ce genre de questions et à donner un avis. Donc, ce rapporteur va donc étudier la faisabilité, la recevabilité de notre résolution de commission d'enquête. Et s'il est plutôt favorable, alors on va faire voter cette proposition à la Chambre en question, donc soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale, qui va alors voter pour ou contre. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a les présidents de groupe de l'Assemblée nationale qui peuvent, une fois par an, faire valider automatiquement une commission d'enquête. C'est-à-dire que président du groupe Les Républicains peut décider qu'il veut faire une commission d'enquête là, donc c'est validé. C'est ce qu'on appelle un certain droit de tirage. Et ça ne s'applique que dans l'Assemblée nationale, c'est écrit dans son règlement intérieur. On ne retrouve pas ce cas au Sénat. Donc c'est très bien, imaginons que c'est voté. Sinon, de toute façon, ça s'arrête là. Donc on forme la commission d'enquête. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà qu'on va nommer 30 personnes dans cette commission pour l'Assemblée nationale ou 21 personnes dans le cas du Sénat. Il faut que ces personnes soient représentatives de la sensibilité politique de la commission qui va porter cette affaire. Donc par exemple, comme j'ai dit, si c'était par exemple la commission culture, eh bien, si j'ai 40% de personnes à droite, 40% de personnes à gauche et 20% de autres, eh bien, il faut que dans ma commission d'enquête, j'ai 40% de personnes à droite, 40% de personnes à gauche et 20% de autres. Ensuite, une fois que ce groupe est constitué, il va falloir voter un bureau. Donc, c'est-à-dire un président, un vice-président, un secrétaire et également un rapporteur. Ça va être ces personnes qui vont diriger et mener les travaux et le rapporteur va être celui qui va être responsable de rédiger le rapport et de le présenter à l'Assemblée dont il émane. Depuis une réforme de Jean-Louis Debré, il a fait en sorte que le rôle de président ou de rapporteur soit forcément au groupe qui a porté la proposition de résolution. Donc par exemple, si c'est le groupe Les Républicains qui a porté la proposition de résolution, alors c'est une personne des Républicains qui sera soit président, soit rapporteur. En règle générale, c'est toujours l'opposition qui met une proposition de résolution, donc ça serait logique que ce soit l'opposition qui du coup ait une voix importante ou fasse partie du bureau et contribue ainsi à l'organisation et à mener les travaux. Et enfin, il va falloir définir clairement une durée, sachant que cette dite durée va être de 6 mois maximum. Oui, j'ai pas précisé, mais également quand j'ai dit 30 personnes et 21 personnes pour le Sénat, c'est un nombre maximum. Dans la requête, on peut décider qu'il y en ait moins, mais c'est un nombre maximum. Et enfin, la commission d'enquête se termine quand?
elle se termine une fois que le rapport est établi et qu'ils ont décidé qu'ils avaient tous les éléments et que donc c'est terminé, ou bien une fois que la durée pour laquelle la commission a été formée est échue. Donc voilà, tout simplement ce qu'est une commission d'enquête. Alors là, vous pouvez me dire, je ne comprends pas, dans l'affaire Benalla récemment, on a eu les deux chambres qui ont constitué une commission d'enquête, et pourtant, si je me souviens bien, il me semble que quasiment dès le lendemain de la parution des faits, dans les médias, il y a eu une information judiciaire. Alors, et pourquoi est-ce que ces groupes ne sont pas dissous conformément à la séparation des pouvoirs? C'est une très bonne question. Il faut savoir que l'affaire judiciaire porte explicitement sur M. Benalla et sur ses différents agissements lorsqu'il aurait potentiellement tabassé une personne lors de la manifestation du 1er mai ou lorsqu'il a usurpé certains équipements de la police. Ça, c'est l'enquête judiciaire. C'est pour ça d'ailleurs que M. Benalla n'est pas forcément auditionné lors des différentes commissions d'enquête, alors que c'est quand même le personnage central. C'est parce que justement il y a une information judiciaire dessus, et donc c'est à la justice de traiter le cas spécifique de M. Benalla. Par contre, lors de la commission d'enquête, la demande est plus vaste que l'affaire Benalla en fait. Le Sénat s'est demandé comment est-ce qu'une personne travaillant pour le président, mais qui ne fait pas partie de ses services de sécurité, quelle est sa relation avec notamment les services d'ordre officiels, quelles sont ses relations, ses degrés de responsabilité, ce qu'il est capable de faire. Voilà, le but de la commission du Sénat, c'est vraiment observer quelle est la relation que peut occuper aujourd'hui les responsables de sécurité du président et les véritables forces de l'ordre, et de vérifier quelles sont les pratiques et est-ce qu'on respecte bien tout ce qui est défini dans la loi, et notamment, par exemple, qu'une personne n'a officiellement pas le droit de porter certains insignes et équipements de la police ou de la gendarmerie. L'Assemblée nationale, elle, son rôle, c'est d'étudier les conséquences qui ont découlé de la manifestation du 1er mai. Ça n'a pas forcément de lien avec l'affaire Benalla. Ils ne rentrent pas en conflit avec la justice, alors ils peuvent continuer de pratiquer leur commission d'enquête. Donc normalement, il y a un rapport, comme je l'ai dit, ce n'est pas obligé qu'il y ait un rapport. Il peut être public, il peut être sous demande évidemment à des différentes instances, ils peuvent être révélés, mais dans le cadre privé. Donc sous huis clos de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut quand même, ou du Sénat, parce qu'il faut avertir et alerter les parlementaires, mais on ne fait pas de publication autour. En l'occurrence, il peut aussi y avoir un cas où il n'y a pas de rapport. C'est un peu ce qui est arrivé avec les commissions d'enquête de Benalla sur tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est un peu triste, et c'est là où on voit également l'intérêt du Sénat d'avoir une autre chambre dont la majorité n'est pas forcément la même que celle de l'Assemblée nationale, qui permet justement de pouvoir continuer et de faire son travail de contrôle du gouvernement. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les commissions d'enquête, donc j'espère avoir pu vous éclairer. Comme je vous le dis, ces commissions d'enquête ne sont pas la justice, donc elle ne peut pas punir, elle n'a aucun pouvoir pénal, elle peut forcer les gens à venir, elle peut auditer ce qu'elle souhaite, elle peut interroger, auditer, contrôler, elle peut mener tout simplement une vraie enquête, mais effectivement, par contre, ce n'est pas à elle d'émettre des sanctions. Par contre, elle peut proposer de modifier certaines pratiques, de mettre en lumière certaines défaillances, voire même certaines personnes qui ont raté ou qui ont mal agi, mais ce n'est pas à elle d'apporter des sanctions. Elle est là pour apporter des propositions pour que cela ne se reproduise plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère avoir pu vous éclaircir. Pour l'heure, moi je vous souhaite une très bonne continuation et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.